Dans les toilettes du restaurant, j'ai découvert son plan, divorce et nouvel appartement. Je me souviens encore de l'écho des talons sur le carrelage, du miroir embué et du bruit lointain des coupes qui s'entrechoquent. J'étais là, appuyée contre l'évier, le rouge à lèvres un peu abîmé par l'impatience, quand des vues retouffées ont franchi la porte semi-ouverte de la cabine d'à côté. 2 voix que je connaissais. 2 voix que je n'aurais jamais pensé entendre conspirer contre ma vie. Elles parlaient bas, mais je les ai toutes entendues. On le place en août, disait l'une. On a déjà signé pour l'appartement, les meubles, et il ne se doute de rien, répondait l'autre. Le mot divorce est tombé comme une dague froide. Si cette histoire vous touche déjà, aimez la vidéo et abonnez-vous. Dites-moi d'où vous me regardez, parce que j'ai besoin de sentir que je ne suis pas seule en racontant ça. Je reprends le fil depuis le début. Peut-être que c'est le seul moyen de comprendre comment on en est arrivé là. Comment 18 ans peuvent tenir à un fil, à une feuille Excel, à un mot de passe. Avec Ricardo, nous avions construit une routine. Je suis professeur. J'aimais rentrer les mains encore poussiéreuses de craie, sentir l'odeur du café qui montait de la cuisine. Les soirs où il rentrait plus tôt, on posait nos tasses sur la table, on parlait des petits riens qui font les vies. Il avait ce rire discret, la manière de remettre sa montre quand il était nerveux. Pendant longtemps, ses gestes m'ont trop rassurée. Je pensais connaître l'homme avec qui j'avais partagé presque la moitié de ma vie. Mais les 2 dernières années avaient changé quelque chose. Au début, ce n'étaient que petits indices, presque ridicules si on les isolait. Un téléphone qu'il gardait étrangement éloigné. Une blouse laissée au pressing plus souvent. Une attention nouvelle portée à sa tenue. Des déplacements professionnels qui se transformaient en séjours de 3 à 4 jours. Une réunion, disait-il. Et des messages effacés de son écran avant que je puisse les voir. J'ai fermé les yeux. J'ai cherché des excuses plausibles. Le stress, la promotion possible, la fatigue. On s'invente des raisons, quand on veut croire que tout ira bien. Un soir, après une dispute sans conséquence apparente, il a laissé son ordinateur portable ouvert sur le bureau, la lumière de la pièce faible, et la télévision dans l'autre pièce. J'ai fait quelque chose que je ne me pensais pas capable de faire. J'ai cherché. Ce n'était pas de la curiosité innocente, c'était un besoin d'évidence. J'ai essayé des mots de passe qu'il utilisait. Anniversaire, le nom de son père, une combinaison qu'il gardait pour ses comptes. Après plusieurs tentatives, l'écran s'est déverrouillé. Il y avait une icône simple, presque anonyme, un dossier nommé Novo AP. Je me suis figée. J'ai cliqué. Ce que j'ai vu était organisé, méticuleux, froid. Une feuille de calcul intitulée Orcement Vidanova. XLSX, rempli de chiffres. Loyer, acompte, date, estimation pour le déménagement. Un document nommé contratolocation.pdf avec des clauses, un montant de dépôt indiqué. Des emails échangés avec une adresse que je n'avais jamais vue, des notes avec une ligne brève et nette, division de biens. Et une colonne, datée, qui répartissait des comptes, des meubles, des biens communs. Tout était planifié, budgétisé, programmé, comme on prépare des vacances. Je me suis assise. Le monde s'est effondré en silence autour de moi. Ce n'était pas une trahison vague, c'était un projet qui me savait absente, qui s'était préparé sans mon nom. Je n'ai pas crié, je n'ai pas brisé l'ordinateur. J'ai tout copié, j'ai enregistré, j'ai imprimé, parce que je savais d'instinct que face à un homme prêt à organiser son départ, les seuls arguments qui tiennent sont les preuves. J'ai pris une feuille après l'autre, je les ai placées dans une enveloppe, j'ai respiré comme si l'air pouvait rentrer à nouveau. C'est là que j'ai appelé Julia. Julia, ma cousine, est avocate. Je l'ai appelée en pleurant, mais pas dans le chaos. Ma voix était tremblante, mais claire. Je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé. Elle n'a pas dit « tu dois agir » ni « tu dois partir ». Elle m'a écoutée comme une professionnelle et comme une famille. On s'organise, m'a-t-elle dit. On garde tout, on prépare des copies, on sécurise les dates. Mais ne le provoque pas maintenant. Laisse-le montrer son vrai jeu. Si tu l'attaques sans preuve, il dira que c'est inventé. Ces mots étaient prudents. Ils ont formé une stratégie simple. Documenter, confirmer, attendre. Pas par lâcheté, mais par nécessité.
Pour prouver une intention, parfois il faut laisser l'intention se montrer. Pour prouver un plan, il faut que les éléments du plan aient été mis en mouvement. J'ai passé des nuits blanches à faire des copies numériques, à vérifier les métadonnées, sans jamais prononcer « divorce » à voix haute. J'ai noté les dates des mails, j'ai fait des copies sur des clés sécurisées que j'ai cachées dans un endroit que lui ne connaissait pas. Julia est venue une après-midi, on a tout réordonné ensemble. Elle a posé des questions et les a notées. Nous avons reçu un document en plus, un échange où il demandait des conditions de déménagement liées à son nouvel appartement. C'était plus que suffisant pour savoir que ce n'était pas un fantasme. Mes soirées sont devenues une alternance de normalité et de préparation. Le matin, je corrigeais des copies d'élèves, je souriais à des courriels pédagogiques. Le soir, je recomposais ma vie avec des papiers et des preuves. L'écart entre la preuve tranquille que j'étais dans la salle et la femme en train de se défendre à l'intérieur me rendait malade. Nous avons des attentes envers l'autre, des histoires partagées, et puis parfois on se retrouve à se réécrire soi-même. Le plan de Julia n'était pas centré sur la vengeance. Elle utilisait des mots que je reconnais maintenant. Dignité, crédibilité, transparence. Il faut que ce soit public si tu veux l'empêcher de minimiser, a-t-elle expliqué. Le meilleur moment, c'est quand il se croit le plus sûr de lui. Là, il oubliera toute mise en scène. Elle m'a parlé des témoins, d'un discours, d'un moment où il serait entouré de collègues, de chefs. Elle a prié l'impalpable. Choisis un endroit où il ne pourra pas dire que tu as inventé tout cela. Je ne voulais pas de violence verbale. Je ne voulais pas humilier qui que ce soit qui ne méritait pas d'être traité comme un objet de spectacle. Mais j'ai voulu que la vérité apparaisse, nette et irréfutable. Et pour cela, je devais me fondre dans la normale pendant qu'elle préparait le révélateur. Il y eut d'autres signes, plus grossiers. Des factures envoyées à une vieille adresse, des appels à des agences de déménagement, des SMS programmés. Il changeait sa routine avec la même délicatesse avec laquelle on change une serrure, silencieusement, sans laisser de traces évidentes. Mais le dossier Novo AP m'avait montré la main. Quand on voit un plan, on ne peut plus prétendre l'ignorer. Les semaines qui ont suivi furent un travail d'équilibriste. J'ai continué d'enseigner, j'ai corrigé des copies, j'ai participé à des réunions de parents d'élèves. Mes collègues ne savaient rien. Le week-end, Ricardo partait pour ce qui devait être des rendez-vous professionnels. De petites choses me revenaient à la mémoire. La phrase qu'il avait soufflée une fois, « Si ça marche, on change tout ». Les réservations pour un dîner de promotion qu'il m'a annoncé comme une bonne nouvelle. La promotion, c'était ce dîner. Le soir de la remise des médailles et des toasts, il serait en lumière. C'était là que Julia a dit que la scène serait la plus claire. Nous avons préparé des copies organisées des fichiers. Elle m'a montré comment les présenter. Pas comme une attaque, mais comme une preuve. Pas comme une pluie d'accusations, mais comme un portefeuille froid et maître. Montre-les à la bonne personne, devant la bonne assemblée, avait-elle dit. Je sentais le poids de ces feuilles dans mon sac comme une promesse fragile. Le soir du dîner, la ville était plus brillante que d'habitude. Les vitrines renvoyaient des reflets dorés et j'ai choisi une robe sobre, pas pour provoquer, mais pour me sentir à la hauteur de la dignité que je voulais préserver. Ricardo m'a embrassée avant de partir. Je l'ai laissé croire que je n'avais rien remarqué. Il était parti avec un sourire qui m'aurait fait fondre avant. Ce soir-là, je me suis dit que je mettrais fin à l'illusion ordinaire. En entrant dans la salle de réception, j'ai senti des choses connues. Le murmure des convives, l'éclat des verres, l'odeur d'une sauce qui mijotait. Les applaudissements ont rythmé les discours, les toasts montaient comme des vagues. Autour de nous, des collègues échangeaient des poignées de main, des selfies, des promesses de dîner dans un mois. J'ai pris mon sac. J'avais tout préparé. 2 enveloppes, une pour Julia, une pour moi. J'avais repris les copies, les originaux scellés et une petite liste des points saillants pour que, si jamais j'étais interrompue par le choc, je puisse ouvrir et montrer d'un geste précis. Curieux paquet pour une soirée qui devait célébrer son succès, n'est-ce pas? C'est le genre de contradiction que la vie prépare quand on croit encore que tout est normal. Je me suis dirigée vers les toilettes. J'avais besoin d'un instant pour respirer, pour aligner les mots que je pourrais dire. J'ouvrais la porte, et c'est alors que j'ai entendu ces rires étouffés, des voix que je connaissais. Le cœur s'est tassé dans ma poitrine. J'ai reconnu le rythme de la voix de Bruna, ce petit rire retenu. Carla parlait moins, d'un ton plus assuré. Il ne savait pas que j'étais si proche. Ce que j'ai entendu ensuite a tout changé. Ils évoquaient des dates, des chiffres, des détails pratiques. Ils ne soupçonnent rien. On a déjà réglé le dépôt. Il va croire qu'il s'agit d'une mutation. Leurs mots étaient des petits coups, précis et réguliers.
J'ai senti le sol se dérober. Ce n'était plus un document sur un écran, c'était à voix haute, dans un lieu où l'intimité d'une fête se croyait à l'abri des confessions. Mon corps a réagi avant mon esprit. J'ai voulu reculer, disparaître, mais quelque chose d'autre a pris la place, une détermination froide. Toutes les nuits passées à trier des fichiers, toutes les conversations avec Julia, toutes les impressions sur du papier, tout convergeait vers ce moment. Je suis restée derrière la porte, immobile. J'entendais des bribes. On le pousse vers la promo. Après, il sera prêt. On a planifié le budget, les meubles, tout est sur le tableur. Elle n'imagine pas que, à chaque fragment, ma colère ne criait pas. Elle calculait. Je ne voulais pas être une femme qui hurle et tombe en morceaux sous les yeux de ceux qui complotaient. Je voulais être celle qui, justement, ne se brise pas sous leur projet. Il y avait une seconde possibilité, plus insidieuse. Partir sans bruit, rassembler mes affaires et disparaître. Mais partir aurait donné à Ricardo le pouvoir de raconter ma fuite comme une preuve de folie. Partir aurait supprimé ma voix. Et pire encore, il aurait pu garder le récit de la séparation. Ce que je voulais, c'était la vérité mise à nu. Ce que je voulais, c'était que ces feuilles, ces plans, ces budgets se voient tels qu'ils étaient. Des préparatifs calculés pour jeter à la rue ce que nous avions construit ensemble. Je suis sortie de la cabine comme si je sortais d'un rêve glacé. Mon visage était parfaitement calme. Mes mains ne tremblaient plus, même si elles tenaient l'enveloppe comme un trésor dangereux. Je suis passée devant elle sans me retourner. Leurs rires se sont tus l'espace d'un souffle. J'ai traversé la salle, lente, consciente de chaque regard qui pouvait se poser sur moi. Tout était prêt pour ce que j'allais faire ensuite, mais je ne me l'ai pas encore fait. J'ai mis mes notes dans mon sac, j'ai rejoint une table d'amis comme si j'étais venue pour féliciter, applaudir, être l'épouse fidèle et souriante. À l'intérieur, je réordonnais les mots, la séquence, la manière dont je montrerais ces preuves. Le cœur battait, mais je respirais plus léger. La preuve des écrans, la confirmation des voix, tout était là. Je me rappelle que je regardais Ricardo de loin, pendant qu'il souriait à ses collègues et posait pour des photos. Il était si convaincu de la réussite de sa mise en scène qu'il en oubliait d'être naturel. Peut-être que c'est l'ennui d'un homme en plan qui donne ce genre d'assurance, peut-être c'était simplement la lumière qui lui allait bien cette nuit-là. Peu importait. Ce soir-là, tout paraissait mis en place. J'avais la sensation d'être à la lisière d'un précipice. Une décision allait me faire basculer d'un côté ou de l'autre. Laisser la vie continuer en se nouant de mensonges ou lui arracher la vérité en pleine lumière. Mes doigts effleuraient l'enveloppe sous la table. L'épreuve était prête, triée, numérotée. Julia, de son côté, avait dit qu'elle agirait si j'en faisais la demande. Elle m'avait donné son numéro en cas de besoin immédiat. C'est à ce moment précis que la soirée a repris, que les applaudissements ont repris leur course et que mon esprit s'est mis à trier les options comme on trie des cartes. J'avais été trahie non seulement par mon mari, mais par des personnes que je côtoyais, des collègues, des sourires qui devenaient complices. L'idée d'exposer n'était pas agréable, elle n'était même pas réjouissante, elle était nécessaire. Je me suis trouvée à la porte de la cuisine, regardant les serveurs passer. J'ai pensé à ce que je dirais, à la manière dont je tiendrais les feuilles, à l'endroit exact où je me tiendrais. Et puis, une chanson a commencé à jouer doucement, un morceau que j'avais entendu 1000 fois, qui me ramenait à d'autres soirées. Durant un instant, j'ai presque imaginé revenir à la maison sans rien dire, reprendre notre conversation tranquille et effacer ce que j'avais découvert comme on efface des traces sur le sable. Mais effacer n'était pas une option, pas après les chiffres, pas après les emails, pas après les voix dans les toilettes. Je me suis assise. J'ai souri lorsque quelqu'un s'est approché pour me demander comment j'allais. J'ai dit bien, parce que je ne pouvais pas dire autre chose. Le reste, la scène que j'allais jouer, c'était derrière la porte, dans l'obscurité réfléchie des lampes. La fête continuait autour de moi, les toasts montaient, et moi je commençais à écrire dans ma tête, phrase par phrase, la manière dont je prouverais ce que j'avais découvert. Je savais que la vérité peut être lourde et déchirante, mais parfois c'est la seule route vers la dignité. Lorsque j'ai finalement quitté la table, en me dirigeant de nouveau vers le petit couloir menant aux toilettes, juste pour respirer, pour me préparer, je sentais le poids des regards, comme si la salle entière attendait que quelque chose se produise. J'ai poussé la porte. À l'intérieur, la cabine était vide. Le miroir me renvoyait une image différente. Pas la femme naïve d'autrefois, mais quelqu'un qui avait choisi de ne plus céder sans preuve. J'ai posé la main sur le comptoir. À ce moment précis, mon téléphone a vibré discrètement dans ma poche. Un message de Julia, juste 2 mots. « Prête ?» J'ai regardé mon reflet, puis j'ai effacé le message sans répondre. J'ai pris une grande inspiration. J'ai sorti l'enveloppe,
Je l'ai regardé encore une fois. La décision était sur le point d'être prise, mais je me suis tenue dans l'entre-deux, prête à agir, consciente que la suite allait tout modifier. Pour lui, pour moi, pour notre histoire partagée. Je suis restée là, seule quelques secondes de plus, à écouter la musique et les rires faiblir à travers les murs. Et puis j'ai refermé la porte du lavabo sans bruit, comme si je fermais un chapitre pour en ouvrir un autre. J'étais prête à revenir dans la salle, à reprendre ma place et à attendre le moment juste. Le temps s'est fait plus dense. Tout ce que j'avais préparé, imprimé et sauvegardé allait bientôt être mis à l'épreuve. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que la situation ne pouvait plus rester ainsi. Partager cette histoire, c'est dire à celles et ceux qui vivent des trahisons feutrées qu'il existe une façon d'agir avec dignité. Si vous pensez à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre la suite. Je suis sortie du lavabo comme si j'avais refermé une porte sur une vieille pièce de ma vie. Mais la porte n'était pas fermée, elle était ouverte sur un théâtre. J'ai repris place à ma table, j'ai posé les mains sur mon sac et j'ai respiré longuement, comme on inspire avant de plonger. Chaque applaudissement semblait désormais compter pour quelque chose de plus grand que la réussite d'un homme. C'était le moment où la vérité devait être visible. Quand le directeur général est monté pour prononcer son discours, j'ai senti que l'air dans la salle devenait plus dense. Les lumières se concentraient sur la scène, les téléphones s'allumaient en chaîne d'écran. Ricardo a souri, a serré quelques mains et s'est approché des projecteurs, confiant, sûr d'être l'élu de la soirée. Son visage, sous la lumière, m'était étrangement lisible, un mélange de fierté et de délivrance. Il croyait tenir une promesse. Il ne savait pas que quelqu'un d'autre tenait elle des preuves. Je suis restée calme. J'avais répété les mots dans ma tête jusqu'à ce qu'ils ne me fassent plus peur. J'avais aussi préparé un plan simple. Monter sur scène, présenter les documents, les laisser parler. Pas d'invectives, pas d'insultes, juste des faits. Les feuilles dans mon sac étaient froides, numérotées, prêtes à être alignées. Julien m'avait dit « Tu dois rester clair, laisse les documents faire le travail ». Quand l'animateur a demandé un tonnerre d'applaudissements pour le nouveau promu, quelque chose en moi a lâché et une autre chose a pris la relève. Je me suis levée, toute droite, comme si mes jambes obéissaient à une logique que ma tête n'avait pas encore acceptée. Les regards se sont tournés vers moi avec cette curiosité coupable que l'on réserve aux surprises. J'ai traversé la salle avec des pas mesurés. Le murmure a grandi, et puis s'est crispé. J'ai monté les marches de la scène sous un silence étonnamment épais, un silence qui pesait comme une attente. Je n'ai pas crié, je n'ai pas imploré. J'ai simplement demandé la parole, et quand on m'a tendu le micro, ma voix a sonné claire dans la salle pleine de feu. J'ai dit qui j'étais, combien d'années j'avais partagé avec l'homme qui se tenait là en costume impeccable. J'ai rappelé, sans colère gratuite, notre histoire commune. Puis j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai posé les documents sur le pupitre. Il y a eu un frisson, une sorte d'onde parcourant l'assemblée. J'ai commencé à exposer les éléments essentiels, comme on énonce des faits, des échanges de courriels datés, des contrats de location à une adresse que je ne connaissais pas, une feuille de calcul nominée Novo AP contenant des lignes sur le dépôt, les meubles et une colonne intitulée « Divisant des Benz ». J'ai lu quelques extraits à voix haute, des phrases courtes, neutres, difficiles à contester simplement par un démenti. J'ai montré la correspondance où des personnes de son entourage évoquaient des détails pratiques que j'avais entendus quelques jours auparavant aux toilettes. Les mots s'accrochaient maintenant aux pages ouvertes, et ils ne pouvaient plus se dissoudre. Le premier effet a été sonore, un bourdonnement, des respirations retenues. Les sourires se sont figés. Ricardo m'a regardé comme si on l'avait soudainement arraché à une bulle. Sa mâchoire s'est resserrée. Il a cherché un mot, un geste. Quelqu'un du fond a murmuré le mot « non », comme un écho d'incrédulité. Le directeur s'est tu, embarrassé, tâchant de comprendre ce qui se passait sous le projecteur. Quelques collègues se sont levés, certains avec colère, d'autres avec confusion. Je n'ai pas accusé les personnes présentes. J'ai juste expliqué la séquence, ce que j'avais trouvé sur son ordinateur, la confirmation que j'avais eue en surprenant les conversations dans les toilettes et la décision que j'avais prise avec mon avocate de documenter le tout et de ne pas intervenir avant que la réalité ne se montre par elle-même. J'ai posé les feuilles l'une après l'autre, j'ai laissé les regards parcourir les chiffres. Puis j'ai refermé l'enveloppe et j'ai dit, sans crier, « Ce n'est pas vengeance, c'est exigence de transparence et de dignité. » Il a essayé de parler. Sa voix a d'abord tremblé, et puis a voulu se faire autoritaire. « C'est ridicule », a-t-il lancé, cherchant à minimiser. Mais la salle ne lui a plus offert la même indulgence. Les collègues qui l'avaient applaudi quelques instants plus tôt se trouvaient à présent face à une information tangible. Le directeur a fait un geste de retenue. Il a demandé un temps, a annoncé qu'une réunion rapide du comité allait se tenir pour éclaircir la situation, et par précaution, il a différé toute décision relative à la promotion prévue ce soir. C'était un mot bureaucratique, mais à cet instant il sonnait comme une petite victoire. La scène n'avalait plus la preuve.
L'effet immédiat fut un mélange de confusion générale et d'un regard nouveau posé sur moi. Certains m'ont regardé avec compassion, d'autres, hostiles, ont cru devoir défendre un collègue. Bruna a baissé la tête, comme prise au piège par le silence. Carla a essayé d'afficher un air d'indifférence, mais ses mains tremblaient légèrement. Les conversations privées se sont brusquement arrêtées quand je suis redescendue de la scène. J'ai senti un poids se dissiper sans pour autant se transformer en légèreté. La dignité retrouvée ne guérit pas immédiatement la douleur. Après la soirée, il y a eu des appels. Yulia m'a dit de garder mon téléphone à portée et de ne pas me laisser entraîner dans des provocations. Les responsables de l'entreprise m'ont convoqué le lendemain pour recueillir ma version des faits de manière formelle. Je l'ai fait calmement, avec la même clarté que sur la scène. Ils ont pris note des pièces que j'avais apportées. Ils ont lancé une enquête interne, en insistant sur la nécessité d'objectivité. J'avais demandé cela depuis le début, que la vérité soit traitée comme un objet, non comme une émotion. La direction a suspendu la promotion en cours d'évaluation, jusqu'à nouvel ordre. Ils ont cité la nécessité de vérifier certains éléments. Je me souviens d'avoir ressenti, à ce moment-là, une sorte de justice administrative. Lente, imparfaite, mais reconnaissant qu'il était inapproprié de célébrer quelqu'un au milieu de doutes sérieux. Ricardo a été placé en retrait des responsabilités immédiates. On lui a demandé des explications. Il a réagi d'abord par colère, puis par déni, et enfin par tentative de justification. Les médias locaux n'ont pas été contactés. J'avais précisé à Yulia que je ne voulais pas transformer cela en spectacle médiatique. Je ne cherchais pas la vengeance publique, mais la réparation et la vérité. La requête de divorce est venue après des jours d'un face-à-face qui n'avait plus rien d'intime. Je ne voulais pas laisser la possibilité d'être manipulée par un récit qui me peignerait en personnage fragile et en fuite. J'ai choisi de prendre l'initiative. Le divorce, pour moi, n'a pas été une revanche. C'était une déclaration de frontière. Yulia m'a expliqué, sans entrer dans des détails juridiques publics, que mes preuves permettraient d'étayer une demande sérieuse. Elle a organisé les papiers nécessaires, m'a accompagnée à des rencontres formelles et est restée ce que j'attendais d'elle, une présence ferme et pragmatique. La procédure n'a pas été un feu d'artifice. Elle a été une succession de tracas administratifs, d'interviews et de moments où il fallait tenir. Il y eut aussi des appels d'amis et d'anciens collègues qui voulaient comprendre, certains me demandant si j'étais sûre d'agir ainsi. D'autres m'ont offert un soutien inconditionnel. Ma mère a répété des mots simples au téléphone. « Sois toi-même, ma fille ». Ces paroles, banales et sincères, avaient une force bien plus grande que les discours emphatiques. Socialement, il y eut des conséquences inattendues. Certains qui avaient fréquenté ce milieu s'éloignèrent rapidement, comme si le malaise les rendait inutiles. D'autres vinrent près de moi pour offrir une épaule ou une main. Dans la semaine qui suivit, plusieurs parents d'élèves m'ont appelé, m'ont apporté des messages de solidarité. À mon école, mes collègues se montrèrent attentifs, et la communauté éducative, loin des intrigues des salles de réunion, a été pour moi un refuge. J'ai repris mes cours avec une nouvelle autorité, non pas celle d'une femme qui veut faire payer, mais celle d'une personne qui impose le respect par sa constance. L'enquête interne a duré quelques semaines. Les responsables ont examiné les documents, interrogé des témoins et confronté certaines versions. Je n'ai jamais souhaité le spectacle de la vindicte, j'ai voulu la clarté. Au terme de l'examen, la direction a communiqué qu'elle avait constaté des éléments sérieusement préoccupants et que toute décision de promotion serait revue à la lumière de ces constats. Ils n'ont pas prononcé de condamnation publique, ce n'était pas leur rôle, mais la suspension de l'avancement a été maintenue. Ce fut un signal. Dans un monde où l'apparence tient souvent lieu de preuve, il existe encore des mécanismes qui acceptent d'examiner les faits. Le divorce a suivi son cours. Nous avons convenu de plusieurs modalités et la question du partage des biens a été réglée en tenant compte des preuves que j'avais fournies. Je ne vais pas entrer dans des détails auxquels je n'ai pas droit ici. Je dirai simplement que le résultat a reconnu, d'une manière ou d'une autre, la mauvaise foi manifeste dans la planification d'un départ sans transparence. Ce n'était pas une victoire triomphante. Il y avait des pertes réelles, des chambres vides et des habitudes qui me manquaient encore. Mais il y avait aussi une délivrance fondamentale, celle de reprendre la narration de ma vie. Le chemin après la séparation n'a pas été une pente douce. J'ai pleuré beaucoup, parfois devant des inconnus dans la rue, parfois en riant à des choses qui me semblaient ridicules parce qu'elles m'étonnaient. Il y eut des nuits où je me réveillais en confondant solitude et liberté. Et puis, avec le temps, les vides se sont remplis de façon nouvelle. Julia, qui avait été la voix la plus pragmatique à mes côtés, est devenue une amie plus intime. Nous avons partagé des cafés, des silences et des projets. Quelques anciennes élèves sont venues me parler, m'ont offert des dessins, des mots écrits dans des feuilles de cahier. Ces petites choses ont un pouvoir de reconstruction incroyable. J'ai aussi repris une part de moi que j'avais mise en veille. J'ai voyagé pour la première fois seule depuis des années, un court séjour dans une ville que je voulais voir depuis longtemps, des promenades sans plan serré, des livres lus sur un banc au bord d'un fleuve. Ces voyages n'étaient pas des fuites, ils étaient des retours vers moi-même. J'ai renoué avec des amitiés que les années avaient étirées, j'ai accepté des invitations à dîner,
j'ai ri d'une manière plus légère. Mon travail à l'école est devenu une source de sens renouvelé. Voir des jeunes apprendre, penser que j'avais un rôle dans leur construction, cela m'a ancré. Il m'a fallu du temps pour réapprendre à faire confiance. Les premières conversations amoureuses que j'ai eues après la séparation furent prudentes, quasi scientifiques. J'écoutais les mots, j'épiais la cohérence. Je n'étais pas prête à mettre des étiquettes vite fait. Mais petit à petit, j'ai reconnu que l'on peut choisir d'aimer à nouveau sans se nier. L'empowerment dont je parle n'est pas de l'orgueil, c'est la capacité de se remettre debout avec des limites claires. La foi a joué un rôle où elle était destinée, pas comme un talisman magique, mais comme un appui silencieux. Pendant les nuits où la colère montait, j'ai prié pour avoir la force de parler avec justesse, pour que mes gestes ne soient pas dictés par la vengeance, mais par la dignité. Je disais à Dieu, ou à la force à laquelle j'ai recours, des choses simples. Rends-moi le courage de garder ma vérité sans la transformer en haine. C'est cette prière qui m'a permis de monter sur scène sans hurler. C'est elle qui m'a aidé à tenir quand le monde semblait me renvoyer des ombres. Je ne crois pas que la foi m'ait donné un résultat garanti. Je crois qu'elle m'a tenu la main dans la traversée. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois les traces de tout cela. Une femme qui a pleuré, qui a cherché, qui a agi. Je vois aussi des restes de colère, mais ceux-ci ont été transformés en prudence et en force. J'ai reconstruit mon quotidien avec des choix simples, des amis qui m'écoutent, un travail que j'aime, des projets personnels. Je me surprends à rêver à nouveau. J'ai même accepté une proposition d'intervention dans un groupe de femmes qui traversent des séparations. Partager mon parcours, sans moralisme, seulement des faits et du courage, est devenu pour moi une manière de donner du sens à ce qui m'est arrivé. Je n'ignore pas que chaque histoire est différente. Je ne veux pas que mon récit serve de mode d'emploi. Il y aura toujours des nuances, des chemins que je n'ai pas parcourus et des conséquences que je ne peux pas prévoir pour autrui. Ce que je peux dire, avec honnêteté, c'est que l'épreuve compte, que la clarté a plus de poids que la colère, que demander justice ne signifie pas brandir l'humiliation publique. Cela signifie savoir quand et comment demander que la vérité soit posée à plat. Aussi, à celles et ceux qui m'écoutent et qui se retrouvent dans cette situation, n'acceptez pas que l'on vous vole votre récit. Cherchez du soutien, familial, juridique, amical, mais choisissez aussi votre moment. La dignité tient souvent dans la manière dont on présente la vérité, non dans la brutalité de la révélation. Et si vous êtes croyant, laissez la foi vous soutenir, sans vous promettre des miracles administratifs. Elle vous donnera parfois la paix pour tenir. Je me souviens encore de la scène, le silence assourdissant qui a suivi ma parole, les regards, le dossier posé sur le pupitre. Ce n'était pas un triomphe éclatant, c'était la tombée d'un voile. Après, la vie a repris son cours, modifié. J'ai eu des blessures et des reconstructions. J'ai aussi trouvé une forme d'estime de moi-même qui ne dépend pas de la présence d'un homme à mes côtés.